Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog menuhebdo.com. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Charline. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter s'il te plaît Sandra? Ouais. Alors du coup, je m'appelle Sandra Fernandez Machado, je suis docteure en santé publique et psychologue de la santé. Et en gros, en ce moment, je travaille sur un gros projet, donc un projet e-santé, donc un projet sur Internet pour aider les personnes qui ont un surpoids ou une obésité à mieux vivre justement avec leur poids, à aller au-delà de leur poids dans leur quotidien. Donc je les aide à retrouver leur poids d'équilibre, mais surtout d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à sortir de la souffrance que leur poids et leur alimentation leur, euh, leur impose dans leur quotidien. Donc c'est vraiment les aider à s'épanouir au-delà du poids. Donc c'est un projet qui a démarré l'année dernière. Et donc avant j'étais dans le monde de la recherche, donc je travaillais à l'université de Newcastle en Angleterre. J'ai passé plusieurs années dans le monde de la recherche et j'étais un petit peu frustrée justement de voir que dans la recherche on fait énormément de choses et sur le terrain en pratique avec les patients, le message passe pas toujours forcément. Donc on a un peu l'impression de travailler, enfin, j'avais un peu l'impression de travailler dans le vent, de travailler pour écrire des articles scientifiques pour mes collègues chercheurs du monde entier, mais qu'après avec les patients, il n'y avait pas forcément le message qui passait. Et j'avais aussi un petit peu ce manque de retravailler avec mes patients, puisque j'ai travaillé à l'hôpital avant de travailler dans la recherche. Et je crois qu'il n'y a rien de plus gratifiant que voir le sourire de quelqu'un, les yeux qui brillent de nos patients quand on voit qu'ils évoluent et qu'ils passent un cap important de leur vie après quelques heures de travail ensemble. Donc j'ai voulu vraiment revenir à la pratique et retravailler directement avec les gens qui ont besoin d'aide autour de leur poids et de leur alimentation. Merci Sandra pour toutes ces explications sur ton parcours. Oui, enfin, je suis d'accord avec toi. Écrire pour écrire des articles lus par des spécialistes, ça ne change pas notre vie, voilà, la vie des gens qui ont besoin justement de ça. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, du coup, que tu fais un peu la vulgarisation scientifique, mais j'aime pas le mot vulgarisation parce qu'il est péjoratif, mais dans son sens le plus noble, c'est un peu ça? Ouais, c'est ça, c'est de ramener un petit peu ce qui se fait justement dans le monde scientifique et de l'expliquer avec des mots simples à la société, au commun des mortels, on va dire, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la recherche et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre santé. Et sachant que la santé, c'est pas que la santé physique, donc c'est pas que la maladie, etc., mais c'est aussi la santé mentale. Donc il y a les deux et les deux sont liés. Hein. Il faut avoir une bonne santé mentale pour avoir une bonne santé physique et vice versa. Donc c'est vraiment ramener à la population ce qui se fait dans la recherche avec tous les mots compliqués et les techniques compliquées qu'on utilise et les statistiques, les chiffres. D'accord, ok. T'en as déjà parlé un peu au début de ton interview et j'ai lu sur ton blog que tu étais docteur en santé publique et psychologue de la santé. Est-ce que tu peux nous expliquer, quand même brièvement, ces deux termes, docteur en santé publique et psychologue en santé, s'il te plaît? Le docteur en santé publique, c'est tout simplement que j'ai un doctorat en santé publique. La santé publique, c'est le domaine, la partie du domaine de la santé qui s'intéresse à la santé de la population. Le but, ça va être vraiment de soit prévenir la maladie, soit améliorer la santé, mais c'est toujours dans un but de prolonger la vie de la population, vraiment d'améliorer l'état de santé global, encore une fois physique et mental de la population. La psychologie de la santé, du coup, ça va être un domaine où on fait le lien entre la psycho et la santé. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux d'ailleurs, qui ont un impact sur la santé ou la maladie. Donc le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui influence notre état de santé. Et une fois qu'on a compris qu'est-ce qui influence notre état de santé, on va pouvoir intervenir sur ces facteurs. Par exemple, on sait que j'invente un truc, enfin j'invente pas, mais que fumer augmente le risque de cancer. D'accord. Et on sait que l'acte de fumer va être provoqué par exemple, du stress, par un environnement social spécifique. Souvent, c'est des milieux défavorisés qui vont avoir plus tendance à avoir des comportements non sains, etc. Donc, une fois qu'on comprend tous ces facteurs, on va pouvoir intervenir pour améliorer l'état de santé des personnes qui fument et d'essayer de diminuer la consommation, etc. Donc, c'est le rôle du psychologue de la santé, c'est vraiment d'essayer de comprendre quels sont les facteurs qui influencent tous les comportements qui vont influencer à leur tour la santé.
Ouais, c'est super intéressant parce que tu as le discours du médecin qui sait dire, enfin du médecin, du docteur, oui, pas du médecin parce qu'on a dit qu'il n'était pas médecin, mais Santé. ouais, voilà, de dire ça c'est pas bon pour la santé, et après tu as cette capacité de dire pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en gros, hein. Et si tu veux arrêter de faire de fumer, ben, il suffit pas de ne plus acheter de cigarettes, il suffit d'aller chercher pourquoi tu fumes, en gros, hein, si je me trompe pas. C'est ça. C'est vraiment essayer de chercher les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux pour essayer de voir qu'est-ce qui va influencer cet acte de fumer ou l'acte de manger sainement ou non sainement, ou ça peut être plein de choses. En fait, les comportements de santé, t'en as plein. Enfin, moi, je suis spécialisée en alimentation. Après, il y a l'activité physique, il y a le fait de se protéger du soleil en mettant de la crème solaire, il y a fumer, il y a les drogues, il y a l'alcool, il y a mettre le préservatif. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment tous les comportements que nous, en tant qu'humains, on a qui vont influencer notre état de santé. Et nous, les psychologues de la santé, on s'influence à qu'est-ce qui se passe avant, pourquoi les gens ont ces comportements et comment on peut faire pour les diminuer s'ils sont inadaptés par rapport à nos besoins, ou justement les booster si c'est des comportements sains pour nous. Ok, merci. Du coup, je pense que ma question suivante, tu as déjà un peu répondu, mais c'était ma question. Du coup, dans mon blog, comme j'ai dit en introduction, je parle pas du tout de ce rapport qu'on a avec la nourriture. Toi, comment t'expliques, je vais appeler ça concept, parce que je sais pas comment l'appeler autrement, comment tu peux nous expliquer ce concept de rapport à la nourriture? Alors, c'est assez intéressant et c'est vraiment chouette que tu poses la question parce que, en général, quand les gens viennent me voir et veulent m'interviewer, ils me demandent plutôt qu'est-ce qu'il faut manger pour maigrir, et il y a cette obsession que manger c'est pour le poids. Or, manger, ça a quand même plusieurs fonctions qui sont au-delà de la régulation du poids. Contrairement, par exemple, à une personne qui va avoir des problèmes d'alcool, on va lui demander d'arrêter de boire si on veut améliorer sa santé. Et bien sûr, c'est pas aussi linéaire, on va travailler avec lui la diminution de la consommation d'alcool. Avec l'alimentation, malheureusement, on ne peut pas faire ça, puisqu'on n'a pas le choix, il faut manger. Donc autant y prendre plaisir plutôt que se frustrer. L'alimentation a vraiment plusieurs rôles qui ne sont pas que la régulation du poids. Elle a aussi une régulation énergétique. Elle a une régulation émotionnelle, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer. Il y a une régulation nutritionnelle qui va influencer notre santé. Et avoir une bonne relation avec l'alimentation va nous permettre d'avoir toutes ces régulations adaptées. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de surconsommation. On va au supermarché, il y a je sais pas combien de produits dans les rayons. Il y a énormément de choix de restaurants, de junk food, de fast food. Enfin, on est vraiment dans une société d'abondance finalement, surtout dans les pays occidentaux. Bien sûr, on ne va pas parler des cas d'Afrique, etc. On va parler de notre société. Et donc, il y a une abondance énorme, et en plus, on est les petits-enfants d'une génération qui a connu la faim, qui a connu la guerre, et donc, du coup, qui nous a influencés dans cette injonction de faut finir son assiette, faut manger, faut pas gâcher, donc faut manger, manger, manger. Et on oublie un peu le rôle de l'alimentation pour notre corps, les besoins de notre corps, et on en va dans un sens où on a de plus en plus de problèmes avec la relation avec la nourriture. On rentre dans des obsessions de il faut manger équilibré, sain, et qu'est-ce que c'est finalement, quels sont les aliments qu'il faut s'interdire, et qu'est-ce qu'il faut qu'on mange. Donc du coup, on est un peu perturbé par rapport au rôle que l'alimentation a, et forcément, du coup, on va avoir une mauvaise relation avec l'alimentation parce que, classiquement, par exemple, mes patients, leur relation avec leur alimentation, c'est je ne dois pas manger ci parce que ça fait grossir, je dois manger ça parce que ça fait maigrir. Donc du coup, la relation est complètement désadaptée. Alors, petite parenthèse, c'est quoi justement avoir une bonne relation avec la nourriture? Déjà, c'est respecter les besoins de son corps. Il faut comprendre que notre corps, c'est une machine de guerre. Si vous avez une infection si vous avez une infection ou des bactéries ou un virus, qu'est-ce que notre corps il fait? Il va mobiliser son corps, il va nous donner des signaux comme la fièvre, on va être fatigué, donc il y a plein de symptômes qui vont dire alerte, 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 il y a une infection, d'accord? La faim et la satiété sont justement des petites alertes que notre corps nous donne pour nous dire alerte, j'ai besoin d'énergie, pour respirer, pour penser, pour marcher, pour faire fonctionner nos reins, nos poumons, et tous les organes de notre corps.
Et pourtant, dans notre société, on va de plus en plus dans la tendance de ne pas respecter ces signaux du corps, justement parce que, avec l'abondance, l'obligation de finir son assiette, etc. Donc on oublie vraiment de reconnaître ses besoins alimentaires, ses sensations alimentaires, les besoins du corps. Et du coup, c'est problématique. Et c'est souvent, justement, c'est quand... Bon, petit aparté pour les gens qui ont des problèmes de poids, même si c'est pas le focus de cette interview, c'est justement quand on ne respecte plus sa faim et qu'on mange au-delà de sa faim qu'on va justement stocker dans notre corps. Donc c'est important justement de respecter les besoins de son corps. C'est aussi ne plus passer ses journées à penser à l'alimentation, au poids, être dans cette obsession qu'il faut faire attention, de rentrer dans l'orthorexie qui est justement cette obsession de manger sainement, etc. C'est vraiment, non, nos journées c'est aussi vivre, c'est travailler, c'est avoir des bonnes relations humaines, enfin il y a plein de choses dans notre journée, on n'est pas obligé d'être obsédé par l'alimentation et malheureusement on va dans cette tendance de faire toujours attention à ce qu'on mange, un peu trop, justement. Et donc là, on commence à être dans un mauvais rapport avec l'alimentation. C'est avoir la chance de passer des heures sans avoir faim, en fait. Avoir une bonne relation avec l'alimentation, c'est, voilà, quand j'ai pas faim, je pense pas forcément à l'alimentation. Je fais ma petite vie, mon corps me dit qu'il a faim, c'est l'heure de manger, je mange, je suis rassasiée, j'arrête. Et vraiment avoir cette je mange quand j'ai faim, j'arrête de manger quand j'ai pas faim. Là, on a une bonne relation avec l'alimentation et surtout avoir le plaisir de manger. Je pense qu'on rentre dans une société où on se rend pas compte de la chance qu'on a, de la variété des aliments qu'on a, du plaisir que ça nous donne de manger et justement on rentre énormément dans ces modes qu'il y a actuellement de manger sans ci, manger sans ça. On va penser au sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans... Je pense qu'il y aura d'autres modes qui viendront. Et du coup, il y a plein d'aliments tabous, il y a plein d'aliments interdits, on est dans le comptage de calories parce qu'il faut faire attention. Et manger, c'est pas ça finalement. Manger, on a la chance de pouvoir manger de tout. Et à partir du moment où on respecte les besoins de son corps, il n'y aura pas de prise de poids derrière et il n'y a pas besoin d'être dans l'obsession de l'alimentation. Donc avoir un rapport avec l'alimentation, c'est un peu tout ça, c'est respecter les besoins de son corps, c'est prendre plaisir à manger de tout sans l'obsession de faire attention et de ne pas passer ses journées à penser à l'alimentation. Ouais. Ok, merci pour cette longue et passionnante explication. Je vois mieux un peu où tu veux en venir et pourquoi tu dis tout ça. Et ouais, c'est marrant. Tu vois, par exemple, de plus en plus, moi, je mange pour découvrir des nouveaux aliments aussi. Et c'est chouette parce que justement, l'alimentation, c'est ça aussi, c'est avoir la chance de pouvoir manger diversifié, de se faire plaisir en mangeant, en découvrant des nouvelles saveurs, des nouvelles odeurs. Donc manger, c'est aussi très sensoriel. Et on a la chance de pouvoir manger avec tous nos sens, de pouvoir prendre le temps de déguster, etc. Et sauf que notre rythme le stress, on mange vite, on mange en mode on engloutit, on savoure même plus ce qu'on fait. Et c'est justement important, justement, la variété, de prendre le temps de découvrir de nouvelles saveurs. C'est chouette, c'est à ça aussi que sert l'alimentation, c'est de se faire plaisir au quotidien. C'est vrai que ce concept du rapport avec l'alimentation, quand on sort un peu de des schémas qu'on a, moi j'ai jamais eu de problème de poids, donc je me suis jamais dit je mange pour me priver, pour perdre du poids. Mais c'est vrai qu'avec ton discours, je me rends compte qu'en fait, moi je sais pourquoi je mange, j'ai déjà fait un peu cet effort, disons, à manger en pleine conscience et de savoir pourquoi je mange, mais c'est vrai que tu viens de me donner plein d'autres exemples de pourquoi on peut manger, et selon toi et tes connaissances, sur la santé publique, là, on a vu qu'on peut manger justement pour perdre du poids, des choses comme ça, mais pour toi, pourquoi faudrait-il manger? Juste pour ne plus avoir faim? Juste pour être en bonne santé, quitte à se dire ça, j'aime pas, mais je le mange parce que je sais que c'est bon pour la santé et je le mange? Ou alors, il faut manger pour se faire plaisir parce que, je sais pas moi, on n'a qu'une vie et puis tant pis si on a 5, 10, 15, 20, 30, 50 kilos en trop, c'est pas grave. Si je suis bien dans mon corps, si je me fais plaisir à manger. En gros, à ton avis, pourquoi faut-il manger aujourd'hui? Alors, merci pour cette question, parce que du coup, ça va m'aider à préciser quelque chose qui est très 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 important sur le plaisir de manger. Alors déjà, pour répondre très rapidement, le rôle de manger, c'est les trois en fait.
c'est manger parce qu'on a faim, parce qu'évidemment, il faut donner de l'énergie à notre corps. C'est manger pour sa santé, puisqu'évidemment, il faut donner les nutriments et les vitamines et minéraux pour notre corps pour qu'il fonctionne bien. Mais c'est aussi pour se faire plaisir. Sauf que le plaisir, c'est un concept assez intéressant. Ouais. Avec les patients, le plaisir, c'est manger en abondance. C'est vraiment s'empiffrer, et j'utilise des mots comme ça vraiment pour expliquer le concept. C'est vraiment une grosse assiette. Ah ouais, c'était copieux, je me suis vraiment fait plaisir. Et c'est assez rigolo parce que finalement, quand on mange une grosse assiette où c'était bien copieux, où on se pète le bide, comme je dis souvent un peu en rigolant, on se pète le bide, on est en mode j'ai trop mangé, faut que je desserre la ceinture, j'ai un coup de barre là, faut que je fasse une sieste. Je vois pas où il est le plaisir finalement, parce que quand tu penses à toutes les conséquences que c'est justement de se péter le bide, j'utilise des termes un peu plus communs. Il n'y a pas de plaisir finalement, parce qu'on est là, on est oh ouais, j'ai trop mangé, oh là là, et on a que des sensations d'inconfort un peu négatif, on n'est pas très bien. Tandis que le plaisir de manger, ça devrait être un plaisir gustatif, c'est de pouvoir avoir la chance de manger de tout en écoutant sa faim, donc sans se bombarder, de vraiment avoir le ventre gonflé, à se serrer la ceinture, mais plutôt d'avoir la chance de pouvoir manger de tout en écoutant son corps. C'est-à-dire de manger en accord avec l'envie du moment. Par exemple, il y a des jours où je vais effectivement avoir envie de manger une pizza, d'avoir envie de manger des pâtes carbonara, d'avoir envie de manger des choses qui sont vues comme non saines aux yeux de la société. Et il y a des jours où je vais avoir envie de manger des salades, je vais avoir envie de manger des légumes. Et c'est l'envie du moment et le fait de pouvoir me faire plaisir de manger ce que mon corps me demande en accord avec la faim, la satiété, etc. Pour moi, c'est ça le plaisir. Pouvoir manger de tout en respectant mon corps et pas de manger de façon copieuse. Le plaisir de manger n'est pas synonyme avec la prise de poids. Donc ça ne veut pas dire qu'on va prendre 10-15 kilos, comme tu disais tout à l'heure. Le plaisir de manger, il n'est vraiment pas synonyme avec le poids à partir du moment où on respecte les besoins de notre corps, donc on respecte les sensations alimentaires, donc la faim, la satiété et le rassasiement. Donc ça, c'est une petite parenthèse par rapport au plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à « Ah ouais, mais si je me fais plaisir, je vais grossir ». Alors, on va définir plaisir. Ouais. Après, par rapport à pourquoi on mange. L'alimentation a essentiellement 3 rôles, comme je disais tout à l'heure. Il y a une régulation énergétique, donc notre corps, faut qu'il ait un certain niveau d'énergie pour bien fonctionner, parce que bah oui, respirer, ça demande de l'énergie, penser, ça demande de l'énergie, il y a des gens qui pensent beaucoup, les reins, ça demande de l'énergie, la digestion, ça demande de l'énergie, donc tout nous demande de l'énergie, c'est pas que courir et aller faire du sport qui demande de l'énergie. Tout le simple mouvement qu'on fait demande de l'énergie. Et donc, évidemment, notre corps, quand il dit qu'il a faim, c'est justement pour redonner de l'énergie à notre corps pour qu'il fonctionne. Donc, d'où l'importance de manger à sa faim. Après, il y a un régulateur nutritionnel. Donc là, on va parler de vitamines, des minéraux et de tous les nutriments que notre corps a besoin aussi pour bien fonctionner, pour être en bonne santé, pour justement combattre les infections, etc. Et il y a un régulateur émotionnel. Et celui-là, c'est celui qui intrigue le plus souvent les gens, parce que les gens comprennent très bien la régulation énergétique et nutritionnelle, et le régulateur émotionnel, ils disent quoi? Mais du coup, ça veut dire qu'il faut manger ses émotions. Alors non, je suis en train de dire qu'il faut manger ses émotions. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'alimentation a aussi un rôle de réconfort. On a tous vécu le jour, la journée, c'est mal passé au boulot, on s'est pris la tête avec notre chef, en plus notre collègue de travail était relou ce jour-là, du coup on est fatigué, il fait froid, il fait moche, c'est l'hiver, on a le coup de blues, donc vraiment la totale. Le soir, qu'est-ce qu'on va avoir envie de manger? On va vouloir manger quelque chose de beaucoup plus dense que d'habitude, on va pas vouloir manger une salade. En général, ça, quand on a besoin de réconfort, on va vouloir un truc gras, sucré, pour nous réconforter. Et pourquoi? Parce que justement, les aliments qui sont riches en gras et en sucre ont la capacité d'activer certaines hormones qui vont activer aussi la zone de plaisir de notre cerveau et qui vont un peu réconforter notre état d'âme, on va dire. Ça, c'est aussi important en fait. Et c'est pour ça que bien souvent, justement, en hiver, on va manger des choses plus riches parce que justement, avec le manque de lumière, on a plus ou moins la sensation de coup de blues en hiver selon les personnes, donc on va manger plus riche, etc. Parce que c'est aussi un régulateur de tout ça, de toutes ces émotions qu'on vit au quotidien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut manger systématiquement quand on a une émotion?
Non, évidemment, parce que si on mange systématiquement face à une émotion, a priori, on va sûrement prendre du poids. Mais de temps en temps, c'est normal. Moi, je mange de temps en temps mes émotions. Toi, tu le fais aussi. Les médecins le font aussi. Et c'est normal. Il faut juste pas que ça soit systématique. Parce que quand c'est systématique, là, on rentre dans des pathologies, on va rentrer dans les troubles du comportement alimentaire, etc. Ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que l'alimentation, c'est un acte social aussi, parce que c'est pas pour rien que quand on va à un mariage, quand on est à Noël, quand on a les fêtes, autour de la famille, il va avoir le côté du festin, de partager un moment, de profiter de ces moments. Donc, manger, c'est vraiment, c'est global en fait, c'est aussi culturel. Quand tu vas en Inde, tu vas pas manger de la même façon que quand tu vas dans les pays du Maghreb ou dans les pays africains. Donc, manger, c'est beaucoup plus que juste biologique ou juste pour perdre du poids pour beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans cette obsession. C'est un tout en fait. Et c'est pour ça, d'où l'importance de prendre plaisir à manger et d'avoir une bonne relation avec la nourriture pour pouvoir profiter justement de ces moments avec sa famille, avec son entourage, avec ses amis, plutôt qu'être focalisé, oh là là, la tartiflette là, je vais manger chez un tel, mais je vais prendre 2 kilos si je mange la tartiflette. Bah oui, mais non. Si on respecte les besoins de son corps, on ne prendra pas de poids et au moins on pourra avoir un moment de convivialité parce que c'est ça aussi le plaisir de manger. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout pour la tartiflette, autant la manger mais en manger moins et oui, et se faire plaisir quand même parce que quand on... À partir du moment où tu respectes tes sensations alimentaires, donc tu t'arrêtes quand tu es rassasié et que la satiété arrive, donc tu n'as plus le signal de faim, tu prendras pas de poids en fait. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que le poids, c'est pas une question de manger un tel aliment ou un tel aliment, c'est une question de respecter son corps. Le corps, il te dit qu'il a plus faim, donc c'est le moment de s'arrêter. Tout ce que tu manges au-delà de la faim, forcément, il stocke, il se dit, bon, au cas où il y a un moment de famine bientôt, j'ai stocké, c'est là, si j'ai besoin d'énergie. Donc la tartiflette ou n'importe quel autre aliment, tous les aliments tabous ou interdits de plein de personnes, ça rime à rien finalement, parce que c'est vraiment une question, on peut manger de tout sans forcément être dans l'obsession du poids, parce que à partir du moment où on respecte les sensations alimentaires, qu'on mange quand on a faim, qu'on arrête de manger quand on n'a plus faim, le poids, il se maintient, peu importe ce qu'on mange. Après, il y a des questions de santé. Donc là, on rentre dans un autre débat. Effectivement, il faut manger aussi des légumes parce qu'il y a les fibres, parce qu'il y a la digestion, etc. Mais en termes de poids, c'est vraiment une question de respecter les sensations alimentaires, contrairement à beaucoup d'idées reçues dans notre société. Donc, manger de la tartiflette. Avec tout ce que tu me dis là, ça me fait penser à une autre question. J'ai l'impression que ces problèmes dont on parle là maintenant, de notre rapport avec l'alimentation, de la perte de poids, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça. Je veux dire, j'ai l'impression que ça a été créé par notre société parce que je me rappelle ma grand-mère. Alors moi, je l'ai connue quand elle était à partir de 70 ans. Disons que j'ai mes premiers souvenirs quand elle avait 70 ans. Puis quand elle était petite, je pense que eux, leur génération, ils se posaient pas du tout ces questions-là. En gros, j'ai l'impression qu'on a fabriqué des trucs. Alors, de par, comme tu disais au début de l'interview, les supermarchés avec l'abondance, de par le fait, on n'en a pas parlé, mais qu'il faut répondre à un standard, et parce que tu fais 1 mètre et quelques, tu dois faire entre tant et tant de kilos, sinon, bam, t'es pas dans le truc. J'ai l'impression que tout ça, ça a été quand même créé par notre société, et que malheureusement, donc nos grands-parents, ils n'avaient pas du tout ces problèmes-là, parce que sûrement qu'ils faisaient tout ce que tu viens de dire dans l'interview, mais c'était normal, c'était inné pour eux, ils y réfléchissaient pas, mais ils le faisaient correctement. Et qu'en fait, ouais, peut-être qu'aussi on est perdu sous tout ce qu'on peut nous dire, parce que ton discours aujourd'hui, moi c'est celui auquel je crois, j'y crois vraiment, et c'est ce que je fais au quotidien, et ça me réussit, mais on entend tellement de discours différents, faut pas manger ci, faut pas manger ça, entre les acteurs de la santé, qui sont des vrais acteurs de la santé, les acteurs de la santé, qui sont aussi payés par les lobbying alimentaires. L'autre jour, j'ai fait une émission sur les amandes. Il paraît que c'est revenu à la mode, c'est formidable. Alors, il y avait une chercheuse payée par l'industrie agroalimentaire qui disait qu'il fallait en manger une 30aine par jour, et on avait une chercheuse qui gagnait pas de sous, qui n'était pas payée par l'industrie agroalimentaire, qui disait oui, les amandes c'est très bon, mais manger 3 par jour, c'est très bien. Alors, je dirais que c'est presque fait exprès, j'ai l'impression qu'on entretient ce climat de nous perdre, de nous noyer sous une masse d'informations contradictoires,
Je sais pas pourquoi, mais ouais, j'ai l'impression que. Et en plus, moi, j'ai pas de problème de poids, comme je l'ai dit, mais je me sens quand même noyée sous toutes ces formes de conseils et tout. Et je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose vite fait? Comme tu as connu, toi, ce monde des médecins, plus de l'intérieur. Alors, c'est assez rigolo ce que tu dis parce que c'est exactement ça en fait. Quand tu vois les dictats de la minceur, qu'il faut être comme ça pour être belle, pour être sexy, pour se sentir bien dans la peau, du coup on culpabilise les gens qui ont pris du poids ou qui sont plus petits. Du coup, ça crée une vraie souffrance auprès de beaucoup de personnes. Hein. C'est pas pour rien qu'une femme sur deux se trouve moche globalement. Parce qu'il y a effectivement une énorme pression de la société pour devenir mince, parce que si t'es grosse, t'es moche. Donc en gros, c'est ça. Donc il y a non seulement les dictats de la minceur, de la mode, qui ont créé une image de la perfection qui est pas forcément actuelle par rapport à ce qu'on voit dans notre société, parce que si tu regardes le nombre de personnes, bon, je vais parler des femmes parce que ça affecte beaucoup plus les femmes que les hommes, même si effectivement il y a beaucoup d'hommes qui le vivent mal, mais je pense que les femmes, on a encore plus de pression. Si tu regardes le corps moyen des femmes, par exemple en France, et que tu compares au magazine, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, on fantasme sur une image qu'il faut être super fine, qu'il faut être fit, qu'il faut être ci, qu'il faut être ça, et en vrai, ça représente une quantité infime de la société. Donc on rentre dans des fantasmes qui ne sont pas réels. Et comme tu dis, il y a énormément de facteurs économiques derrière. Les lobbies des régimes, par exemple, c'est des millions et millions et millions et millions d'euros. Chaque année, il y a énormément d'argent qui coule dans les coffres des lobbies des régimes. Parce que justement, ils font des promesses folles, perdez 10 kilos en un mois, faites ci, faites ça. Sauf qu'on sait aujourd'hui que 95% des gens qui tentent un régime, au bout d'un an, reprennent leur poids. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a moins d'une personne sur 10 qui réussit à perdre de façon conséquente le poids et qui le maintient à plus d'un an. Donc ça, c'est quand même catastrophique. Et donc c'est vrai qu'il y a énormément de pression de la société et même de l'entourage. Combien de fois j'ai des patientes qui me disent oui, ma mère me disait que j'étais grosse, elle m'a envoyée chez une diététicienne il y a 20 ans, du coup depuis j'ai pris 20 kilos. Après, j'ai envie de dire, il y a 20 ans, effectivement, on savait pas trop c'était quoi l'obésité, on savait pas comment le traiter, on pensait effectivement qu'il fallait se restreindre pour maigrir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on sait que les régimes où on se restreint ne sont pas efficaces. Mais il y a une évolution, effectivement, avec tout ça. Du côté des médecins, ce qui est rigolo, c'est qu'on a eu une phase où on disait, ouais, le gras, ça fait grossir, il faut arrêter de manger du gras, voilà, les fêtes des régimes sans gras, etc. Entre-temps, ces dernières années, on dit ah non, en fait, c'est plus du tout le gras, faut arrêter le sucre, ça fait grossir, et tout ça. Donc là, on est en plein dedans, arrêter le sucre, c'est une addiction, c'est une drogue, on arrête. Et quelque chose me dit, dans quelques années, on va dire ah ben en fait, c'est pas le sucre, et on va rentrer dans autre chose. Et à chaque fois, on nomme un coupable, parce que ça intéresse les lobbies, puisque ça fait des nouvelles entreprises, des nouvelles industries. Il y a eu l'industrialisation. Donc il faut bien qu'ils trouvent des arguments de vente, et la perte de poids, vu les dictats de la minceur, c'est leur cible. Ils se disent ah ouais, en fait si les gens rêvent de ce corps, on va leur dire qu'ils peuvent y arriver s'ils mangent notre super recette. Donc effectivement il y a une pression énorme de la société, de l'industrie, de l'industrie de la mode, de l'industrie des régimes, des industries alimentaires tout simplement, qui font que aujourd'hui on ne sait plus, puisque forcément ils sont très forts en marketing, ils sont très forts quand on lit les promesses, ça fait rêver, donc on se dit ouais, je tente encore une énième fois. Et classiquement, par exemple, quand on va voir le psychologue, on a fait 10 ans de régime et on s'est pris 20 kilos en plus. Donc, et d'ailleurs, ça me chagrine énormément dans mon métier. Moi, je pense que la partie la plus frustrante, c'est que les jeunes, j'ai beau avoir un message et tout ça, mais je sais que les jeunes de 20 ans qui sont déjà en surpoids important ou dans une obésité sont encore dans le fantasme, oui mais non, mais moi ce régime je vais y arriver, ça va le faire et tout ça. Donc ils se mettent dans un régime, ils n'arrivent pas le régime, et ce qui est rigolo avec le régime, c'est que tu achètes une voiture, ta voiture elle marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir le mécanicien ou l'endroit où tu as acheté ta voiture, et tu vas gueuler, tu vas dire non mais votre voiture elle est pourrie. Les régimes c'est un peu l'inverse, les régimes ça marche pas,
Et plutôt que culpabiliser le régime, on va se dire ah ouais, je suis vraiment nulle, moi j'ai pas réussi, parce qu'ils ont tellement montré. Ouais, t'as vu, elle a perdu 10 kilos, regarde la photo avant, après, ah, puis elle aussi, et puis lui aussi. Donc en fait, si on n'arrive pas à son régime, c'est de notre faute. Donc on achète un truc qui marche pas pour plein de gens, mais on se culpabilise soi-même, et donc du coup on va s'engrainer dans un autre truc, ah ouais, c'était pas celui-là, c'est l'autre. Et c'est vraiment. Ils sont forts, ils sont vraiment très forts en marketing. C'est vrai qu'on a, en fait, enfin moi je regarde le régime parce que des fois j'ai des pubs, des choses comme ça. Déjà des fois on voit les changements des corps des personnes mais on voit pas la tête. Alors tu pourrais regarder justement, j'ai fait une vidéo sur l'habitude santé cet été où tu regardes ma photo et on dirait que j'ai perdu 10 kilos. Vraiment, entre le avant, après, tu dis ah ouais, elle a vraiment perdu du poids. Et entre mon avant et mon après, il s'est passé 20 minutes. La seule chose que j'ai fait, c'est que ma photo avant, je suis en vieux jogging, je suis la gueule, je suis en mode déprimée, et je suis toute tordue, tu vois, toute, voilà. Et l'autre, là, je me suis mis comme ça, tu vois, rien que là, dans la caméra, si je me mets comme ça, non, je vais me mettre comme ça, si je suis comme ça, et si je me mets comme ça, j'ai l'impression déjà d'être plus mince, là, tu vois, et tout. Et du coup, quand tu vois les avant, après, c'est assez rigolé, parce que les avant, en général, les gens, ils sourient pas, la lumière est pas très bonne, ils sont tout crispés, et quand ils maigrissent, puis tout d'un coup, ils s'affinent, ils se mettent un peu sur le côté, il y a un sourire, il y a une belle lumière. Et ça amplifie l'image de la perte de poids, quand en vrai, quand tu vois mon avant-après, ouais, effectivement, on dirait que j'ai perdu 10 kilos, mais en vrai, j'ai rien perdu du tout, parce qu'il n'y avait que 20 minutes. Et c'est justement dans ce genre de technique que les marketing sont très très forts pour convaincre les gens de t'as vu, elle a réussi, en plus elle a l'air trop heureuse maintenant. Donc, ils culpabilisent les gens qui n'arrivent pas à maigrir. Donc c'est un vrai problème de santé publique, justement. Okay. On vous mettra le lien de l'article, la vidéo dont parle Sandra. Donc, je vous le mets en dessous de la vidéo et dans l'article du blog. Et comme ça, vous pourrez voir tout ça. J'aime bien finir les interviews ou même parler de concret. Donc j'ai une question plus concrète cette fois-ci. Partons du principe qu'on se dit, après c'est là maintenant, ah ouais, alors oui, bon, j'ai appris plein de choses et tout. Je sais que je mange pas équilibré parce que je fais des excès et tout. C'est vrai que j'aimerais bien perdre quelques kilos, mais je suis pas obsédée par le poids non plus. Mais voilà, j'aimerais bien pour la bonne santé de tout le monde, le plaisir de tout le monde, de ma petite famille, qu'on mange équilibré. Comment je peux, quelles sont les étapes aujourd'hui à partir du moment où je me dis oui, je veux manger de nouveau mieux, plus équilibré. Quelles sont les étapes là à faire dès maintenant? Ok. Déjà, il faut définir manger équilibré. Parce que manger équilibré, c'est pas la même chose pour tout le monde. Manger équilibré, pour certains, ça va être manger plus de légumes, pour d'autres, ça va être autre chose. Donc, moi, je vais définir manger équilibré en deux parties différentes. La première, c'est justement de manger de la variété, c'est-à-dire de se donner la chance de manger de tout, de manger des glucides, des protéines, des lipides, et de manger dans toutes ces formes, en fait, de manger des légumes, de manger des féculents, de manger de la viande. Alors, effectivement, petite parenthèse, il y a des gens qui n'aiment pas la viande ou qui ont des valeurs qui ne sont pas en accord avec manger de la viande, notamment les végétariens. Effectivement, dans ce cas-là, c'est à part. Donc, typiquement, si vous avez des valeurs qui sont contre manger de la viande, vous éliminez la viande, vous mangez d'autres types de protéines pour manger. Parfois, les gens me disent oui, mais moi, j'aime pas la viande. Il n'y a pas de problème. Quand je dis manger équilibré, c'est en accord aussi avec ces valeurs, mais manger de tout, en fait. Manger vraiment une panoplie différente. C'est vrai que souvent, on est dans l'obsession de manger que des pâtes, du riz, parce qu'on ne sait pas faire autre chose, mais il y a énormément d'aliments, justement, qui peuvent être mangés. Donc, manger équilibré, c'est manger avec variété, et manger à sa faim et en accord avec sa satiété. Pour partir sur les légumes, parce que je pense que c'est surtout ça que tu voulais mettre en avant, manger une variété de légumes, des variétés de féculents par exemple, de céréales, etc. De vraiment manger de façon variée. Dans la recherche, donc en psychologie de la santé, justement, on s'est justement intéressé de comment faire pour changer un comportement. Aujourd'hui, je mange de façon non équilibrée selon moi. Comment je fais pour manger autrement? La première chose, c'est déjà d'avoir l'intention de le faire. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, j'ai entendu dire, mon médecin m'a dit qu'il faut que je mange équilibré. » Mais en fait, eux, ils n'en ont rien à faire. Donc déjà, c'est un peu compliqué. On part sur des mauvaises bases. Il va falloir travailler tout ça. Donc déjà, avoir l'intention de le faire, c'est un grand premier pas. Et pour avoir l'intention de vouloir manger équilibré, il faut déjà comprendre son pourquoi. Pourquoi on veut manger équilibré, avoir un vrai sens en fait dans son comportement. Si on mange juste parce que le voisin nous a dit qu'il fallait le faire,
on va pas être très motivé pour aller manger équilibré. Donc avoir un vrai sens de pourquoi je veux manger. Est-ce que c'est pour avoir une meilleure santé? Est-ce que c'est pour mieux dormir la nuit? Est-ce que c'est pour me sentir moins fatiguée énergétique? Il faut aussi avoir une vision aussi sur qu'est-ce que je pense de manger équilibré. Est-ce que c'est bien? Par exemple, il y a des gens parfois qui me disent j'aimerais bien manger plus bio. Et après, juste après, ils me disent ouais, mais manger bio, c'est pour les bobos. Et ils s'identifient pas avec les bobos. Ouais. Donc forcément, s'ils ont une image négative, ah, c'est les bobos qui mangent bio, bah, ils ont tellement une image négative de manger bio, bah, c'est pas cool parce que ça veut dire que je serais comme ça. Bah, du coup, ça va mettre une barrière en fait avec ce nouveau comportement parce qu'ils ont une image négative du comportement final. Donc déjà, faut essayer d'avoir une perception positive sur qu'est-ce qu'on veut manger. Si manger équilibré, ça veut dire manger plus de légumes, plus de céréales, etc. D'avoir une position positive par rapport à ça. C'est aussi de se sentir capable de le faire. Classiquement, quand tu vois, surtout dans les milieux défavorisés, qui te disent ouais, mais moi j'ai pas d'argent, c'est trop cher, je sais pas cuisiner. Donc il y a tout un tas de barrières qui se mettent. Ça va rendre beaucoup plus difficile de manger équilibré. Donc casser ces barrières, essayer d'explorer, ok, pourquoi aujourd'hui je ne mange pas équilibré? Qu'est-ce qui me retient de manger équilibré? Et de lister toutes ces barrières en fait. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est parce que je sais pas cuisiner? Est-ce que c'est parce que j'ai pas le temps? Essayer de comprendre quelles sont les barrières pour justement essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour casser ces barrières. Donc ça c'est super important parce que si on se sent pas capable de faire un comportement, donc dans ce cas manger équilibré, on va difficilement le mettre en place. Et faut aussi prendre en compte son environnement. Donc qu'est-ce que son entourage proche, pour les personnes importantes autour de nous, pensent de ce comportement. Pourquoi? Parce que classiquement, pour manger équilibré, si on a, je sais pas, imaginons qu'on aime beaucoup notre maman et que notre maman elle nous dirait c'est nul de manger équilibré, ça sert à rien. Bah nous, on va se dire ah ouais, du coup j'ai honte de manger comme ça, elle va me juger. Tu vois, donc là je donne un exemple un peu caricatural parce que rarement manger équilibré sera vu de cette façon-là, mais juste pour expliquer que l'environnement a aussi un facteur important parce qu'on on se sent facilement jugé par les gens autour de nous, et si on sent que le jugement va être négatif, on va avoir plus de difficultés à faire le comportement. Et après, il y a une autre chose qui est très très importante, c'est qu'on a beau avoir l'intention de manger équilibré, c'est pas pour ça qu'on va le faire effectivement. Combien de fois, enfin, classiquement en janvier, on va tous se dire ah ouais, nouvelle résolution, je vais manger équilibré, je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en février, ah ouais, bah en fait, j'ai pas trop tenu le coup, quoi. Et il y a certaines choses qui sont importantes à mettre en place justement pour réussir ces résolutions, notamment manger équilibré, c'est justement de planifier. Planifier non seulement les repas, par exemple, qu'est-ce que ça va être manger équilibré, par exemple faire des plannings de menus, etc. Et ça va être aussi planifier les barrières. Alors ça, les gens souvent sont surpris. Mais justement, si je sais que mardi soir, j'ai rentré super tard, du coup je serai affamée, sinon qu'est-ce qui se passe? Je suis rentrée, il est 9h du soir, du coup je suis affamée, qu'est-ce qui se passe? Je vais m'attaquer sur les gâteaux d'apéro parce que j'ai trop la dalle, et du coup quand je mange n'importe quoi. Si on sait qu'on rentre tard, que ça va être une barrière pour manger équilibré, justement anticiper cette barrière et se dire du coup lundi soir je vais cuisiner plus et demain j'aurai que à réchauffer mon plat pour manger justement ce que j'avais planifié. Donc vraiment essayer de voir toutes les barrières et de faire ok, j'ai cette barrière en général, qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter? Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que cette barrière elle n'existe plus dans mon quotidien? Si il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Donc ça c'est super important parce que souvent les gens du coup ils sont amenés à avoir des barrières, ils disent ouais mais en fait je peux pas parce que j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et ils se mettent une montagne de barrières entre eux et leur objectif et ils n'arrivent pas à passer à l'action parce que eux-mêmes se mettent des barrières qui ne prennent pas le temps d'enlever. Et puis souvent, enfin, je pense que de toute façon tout le monde se met des barrières quel que soit le domaine. Sure. Et j'ai l'impression qu'en fait, une fois que le plus dur, c'est de poser la barrière. Et après, souvent, de réfléchir à comment la franchir, de résoudre ce problème. Et bien en fait, souvent, ça fait plus peur que ça me demande de travail ou de changement. Voilà, on se dit, oh mince, j'ai cette barrière, je vais jamais y arriver. Alors qu'en fait, non, il suffit de dire, j'ai cette barrière, comment je fais comme ça, je vais essayer ça. Et souvent, ça passe, quoi. Mais à la base, on a peur en se disant, oui, mais cette barrière me paraît insurmontable et je suis d'accord. Donc, pour résumer, si demain on veut manger plus équilibré qu'aujourd'hui, eh bien, on définit ce que c'est manger équilibré.
Mhm. Et de 2, on met ça en accord avec nos principes. Et de 3, on sait pourquoi on le fait. Il faut vraiment que cette raison... Et de 4, on se projette nous. Enfin, j'arrive pas à retrouver le terme. Avoir une perception positive justement Voilà. de cette définition qu'on va établir. Voilà, puis on s'imagine en train de... ouais. Et enfin, dernièrement, voilà, c'est les barrières, et, les identifier et les faire tomber, tout simplement. C'est ça. Et planifier. Et planifier, oui. Pour moi, ça faisait partie des barrières, mais ouais, t'as raison, c'est une autre étape. Et c'est vrai que quand on décompose cette difficulté de manger plus équilibré par ces petits pas, on va dire, c'est vrai que, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment plus facile. Ça, c'est un aspect important parce que justement, pour pouvoir créer un comportement, enfin, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié un point important, c'est la régularité. Pour pouvoir faire en sorte que ce comportement soit régulier, il faut justement le transformer en habitude, en fait. Et transformer en habitude, c'est aussi que ce soit régulier au quotidien, parce que du coup, on va plus trop se poser de questions, en fait. C'est comme ça qu'on fait et qu'on a mis en action, on a dit qu'on ferait ce plan, etc. Donc, le fait de faire ça, enfin de cuisiner justement ou de manger équilibré de façon régulière va nous aider à renforcer l'idée qu'on est capable déjà et ça va devenir une habitude de manger de façon variée, de la façon que la personne l'a définie. Ouais, puis après, ce sera plus un effort. Ok. On va arriver à la dernière question de cette interview, Sandra. Donc, tu as compris, enfin, tu vois mieux un peu le contexte de cette interview, mes questions, voilà, qu'est-ce qui est important pour les lecteurs du blog et pour moi aussi. Du coup, sur cette dernière question, je te laisse la parole. Peut-être que je t'ai pas posé une question, ou peut-être que tu as quelque chose à te dire qui te tient à cœur dans le contexte de cette interview. Je pense que le message qui me tient avant tout à cœur, c'est vraiment que les gens comprennent que manger, c'est un acte de plaisir, de partage, et qu'il faut sortir dans ces obsessions pour la santé, pour le poids, pour ci, pour ça, et de vraiment de voir, enfin, voilà, on n'a pas le choix, il faut manger. on peut pas faire autrement pour vivre, pour survivre. Donc vraiment apprendre à avoir une bonne relation avec l'alimentation, c'est un point essentiel pour enlever énormément de souffrance pour beaucoup de gens et vraiment de réécouter son corps en fait. Son corps, notre corps, il est tellement bien fait que c'est dommage d'oublier à quoi il sert et c'est dommage de voir l'alimentation comme un ennemi quand on a besoin justement de vivre avec plusieurs fois par jour. Donc vraiment, le message, je pense, c'est vraiment réapprenez à manger de façon naturelle, en mangeant de tout, en vous faisant plaisir, et parenthèse, plaisir n'est pas égal à la quantité, en respectant les besoins de votre corps. Donc voilà, c'est le message que j'essaie de tenir à cœur sur l'habitude santé et que j'espère qu'avec le temps, qu'on arrive à cette conclusion dans notre société de pouvoir manger de tout de façon variée en écoutant son corps. Ok, super. Merci Sandra. Merci vraiment. J'ai appris plein de choses dans cette interview. J'espère que toi aussi, qui écoutes la vidéo, qui regarde la vidéo en ce moment, j'espère que tu auras appris plein de choses. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires, à commenter cette vidéo. T'es peut-être d'accord, t'es peut-être pas d'accord. On est là pour partager. En tout cas, si tu as suivi l'interview jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, je te félicite. Et voilà, je tiens à dire un gros merci à Sandra pour le temps qu'elle passe avec nous à partager tout son savoir, il faut le dire. Et puis voilà, Sandra, un petit mot de la fin. Merci Charline pour cette interview et de me donner la chance de communiquer sur la relation avec l'alimentation et j'espère que vous avez suivi la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo de Charline et justement de commenter la vidéo. Si vous avez des questions, j'essaierai de venir jeter un coup d'œil et de vous répondre à vos questions avec plaisir en tout cas. Continuez à suivre le beau travail de Charline. Et voilà, et encore merci à toi de me donner la chance de passer ce message. Ok, super, merci Sandra. Voilà, pour terminer, Sandra a raison, le pouce bleu, énorme et gourmand, comme j'ai l'habitude de le dire. Je te mets toutes les informations de cette vidéo dans la description, le blog de Sandra, ce qu'elle fait, la vidéo, tout, je t'en ai parlé. Tu trouveras tout ça dans la description de cette vidéo. Je te remercie beaucoup de l'avoir suivi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye. Ciao.